Bonjour à toutes et tous. Une nouvelle vidéo qui traite spiritualité. Et le sujet, c'est comment réussir à faire la différence entre son ego ou sa petite voix. Comment les reconnaître. Eh bien d'abord, pour répondre à cette question, il va falloir chercher un petit peu en amont. Et pour savoir si on fait entre guillemets les bons choix, il est toujours question d'identifier le processus du libre arbitre. Il faudra donc commencer par faire un travail introspectif sur les rouages du fonctionnement du mental ego ou du petit ego. Apprendre à le reconnaître quand il prend le contrôle de nous-mêmes et ainsi de pouvoir réussir à le démasquer. J'ai bien conscience que pour la très grande majorité d'entre nous, le petit ego étant aux commandes en permanence, il est bien difficile de le débusquer et même de seulement savoir qu'il est un usurpateur. Il n'y a pas d'espace, en fait, on est tout le temps en train de ruminer des pensées et des problématiques qui font que le petit ego est tout le temps aux commandes. Il n'y a pas d'espace qui est laissé en fait pour réussir à le débusquer. Alors c'est par exemple un des grands bienfaits de la méditation, c'est que quand on apprend à faire de la méditation, eh bien on apprend à essayer de faire le vide en soi et à être un petit peu seul et dans le silence. Et on se rend compte à ce moment-là, eh bien justement, ce que c'est que le mental ego et ce petit mental ego qui est tout le temps là et qui génère des pensées permanentes, quasi permanentes. Et en fait, dans notre vie quotidienne d'occidental, on se rend même plus compte qu'en fait, on est tout le temps assailli par ce mental ego. Et c'est ainsi, en faisant par exemple, en apprenant à faire de la méditation, qu'on peut commencer à voir justement la différence entre le mental ego quand il est tout le temps là et toutes ces pensées qui nous assaillent en permanence et quand c'est pas là. Euh, Ce petit mental ego, lui, il est là pour continuer à toujours nous faire croire qu'il est la normalité. Et il est capable de prendre absolument tous les aspects les plus plaisants afin de pouvoir rester le seul maître dans la demeure, dans notre propre demeure. De l'autre côté, eh ben, se tient patiemment et surtout depuis toujours et en dehors de toute notion d'espace et de temps, notre être centré et aligné, ou ce que je nomme personnellement la petite voix. Dès lors que vous aurez entrepris ce début de travail d'introspection, qu'il sera même après bien entamé, eh bien on commence à entendre cette fameuse petite voix et on peut même recevoir les ressentis qui nous guident sur un chemin de transcendance. En fait, surtout celui du retour aux lois de l'unité, car la petite voix, eh bien, c'est votre fil conducteur, votre filament entre les lois de l'unité et vous-même. Pour tout dire, en fait, il faut même transcender les notions de mauvais ou bon choix. Il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais choix, car tout semble utile à notre retour vers la lumière dont nous sommes tous issus. Toute la question, en fait, c'est de savoir ce qu'on est prêt à endurer pour tailler dans le vif de nos zones d'ombre et de nos blessures intérieures. Plus on choisit la voie directe, et plus le travail sera certes rapide, mais aussi violent, alors que l'on peut aussi choisir une route plus en lacets, plus longue, et qui pourra être moins douloureuse. Dans le bouddhisme vajrayāniste, qui est une voie qui m'intéresse beaucoup, et depuis plus de 20 ans maintenant, et que j'ai pu découvrir lors de mes voyages dans l'Himalaya, eh bien, ils pratiquent justement ce qu'ils appellent cette voie directe. Et la voie directe, c'est la plus rapide, c'est celle dont ils disent qu'elle garantit d'approcher de notre lumière intérieure en une seule et unique existence, mais forcément, elle demande, comme je viens juste de vous le dire, eh bien, de tailler dans le vif de ces zones d'ombre et de nos blessures intérieures et de les regarder bien en face, d'accepter qu'elles soient là, telles qu'elles sont, et pas telles qu'on voudrait qu'elles soient, ou telles qu'on voudrait que les autres ne les voient pas, ou telles qu'on souhaite les masquer, quoi. Dans tous les cas, il faut savoir que la vie est bien faite, et le karma, en fait, il est si puissant que l'on se dirige de toute façon toujours vers son propre sommet. Ce qui demeure le plus important, c'est d'entrer en conscience de ce que l'on est vraiment venu jouer ici-bas en incarnation, ce que parfois on appelle la mission d'incarnation, justement, et de faire ses choix de la façon la plus juste que possible, et surtout en conscience, et sans rester dans une forme de victimisation ou sous le pilotage automatique, c'est-à-dire ce qu'on expliquait tout à l'heure, être en fait assailli par des pensées permanentes et des problématiques récurrentes qu'on n'arrête pas de ressasser à l'intérieur de soi,
Et tant qu'on est dans ce mode de fonctionnement, le mode de fonctionnement du pilotage automatique ou de la victimisation, il est fort difficile, de pouvoir un jour entendre sa petite voix, quoi. Et justement, prendre le chemin guidé par cette fameuse petite voix, ça signifie pas que ça va être simple et tout rose, mais qu'on est absolument sûr d'aller dans le sens de sa propre progression spirituelle. Par contre, faire le choix du petit ego, du mental ego, c'est presque toujours prendre des décisions sans conscience et s'engager sur des autoroutes bien droites et bien plates, qui évidemment nous paraissent tellement plus faciles et tellement plus séduisantes. De la sorte, on repousse toujours au lendemain le travail obligatoire d'épuration intérieure et d'introspection qu'il nous est demandé de faire, en restant dans une forme de facilité et ce qu'on appelle en spiritualité, donc, et que vous connaissez forcément, la fameuse zone de confort, quoi. Néanmoins, à cause de ces mêmes choix, la demande initiale nous sera toujours représentée, mais de façon chaque fois un peu plus difficile à expérimenter. Si on veut absolument rester dans cette zone de confort et dans la facilité, et bien en fait, le karma s'occupe, s'auto-nourrit et continue à fabriquer des nouveaux schémas et nous laisse dans des problématiques qui ne peuvent pas s'inverser, qui ne peuvent pas s'épurer. Et la seule solution, c'est qu'au fur et à mesure, l'expérimentation est de plus en plus difficile jusqu'à arriver dans des situations très difficiles et qui malheureusement nous poussent dans notre vie de tous les jours. On le voit très bien, non serait-ce que dans la notion de travail, à ce qu'on appelle le fameux burn-out ou à des situations de dépression. Il ne faut pas oublier que la France, c'est la première consommatrice dans le monde d'antidépresseurs. Donc ça en dit vraiment très très long sur l'état dans lequel notre mental se trouve et à quel point on est capable de se faire souffrir, de se laisser souffrir pour ne pas avoir à faire ce travail d'introspection. Les antidépresseurs, ça peut parfois être utile dans des situations extrêmes, mais finalement ça ne fait que masquer les problématiques sans jamais les régler. Et la seule chose qui peut vraiment régler les problématiques, c'est d'accepter de se regarder en face, sans se juger trop difficilement, sans s'auto-flageller, comme on dit, mais d'accepter de voir ce qui se passe en soi, tel que ça se passe, et pas tel qu'on aimerait que ça se passe. Et c'est sûr que c'est assez difficile. L'autre voie, vous la connaissez, on la prône souvent sur cette chaîne YouTube, c'est de sortir du couple souffrant pour aller vers le couple conscient. Donc le couple est évidemment un moteur essentiel au perfectionnement de soi, et quand on accepte de passer justement de ce couple souffrant, où on rejette toujours la faute sur l'autre, où on est autrement dans une forme de victimisation, on ne peut pas non plus sortir des problématiques. Et aller vers le couple conscient, c'est accepter de se mettre à nu par rapport à celui qu'on aime ou à celle qu'on aime. C'est d'accepter de lui montrer nos blessures en sachant que cette même personne est capable de faire la réciprocité, de vous donner, de vous rendre l'appareil et elle aussi d'ouvrir son cœur en entier à vous avec toutes les problématiques qu'elle a pu avoir dans le passé et qu'elle conserve dans le présent. Et au lieu soit de se victimiser, soit d'accuser l'autre de tous les maux, ou alors de prendre la fuite, parce que c'est aussi souvent la meilleure solution, c'est de prendre la fuite en disant l'autre est un con ou l'autre est une conne, c'est évidemment très facile. C'est de réussir, en allant donc vers le couple conscient, réussir à proposer à l'autre d'éclairer ses problématiques et ses difficultés, mais en le faisant avec amour et bienveillance. C'est là toute la différence, quoi, absolue. Je vais terminer cette vidéo en vous lisant un extrait de mon livre Les maladies du bien, qui est donc un livre autobiographique, comme l'ensemble de mes livres. Ce livre, Les maladies du bien, en fait, il retrace mon parcours spirituel de l'âge de 20 ans à 40 ans. Et j'ai voulu, au travers de cette autobiographie, vous montrer quel a été mon cheminement et comment progressivement j'ai appris à tourner le dos aux ténèbres et à retourner vers la lumière qui nous est à toutes et tous intrinsèque. Voilà. Donc ce passage des maladies du bien, c'est justement sur le fameux mental ego et comment il prend le pouvoir à l'intérieur de nous. Donc je commence, ouvrez les guillemets. À ce stade, je me demandais comment j'avais pu autant me fermer les portes ouvrant sur la félicité. La sincérité et la force de toute existence semblaient maintenant résider dans la simplicité.
De celle-ci, je m'étais jusqu'alors tenu à distance, totalement occupé par la boursouflure de mon ego. Celui-là même qui avait su s'installer sur un terrain quasi vierge, la lande Jeu, J-E, s'était offerte à lui jusque sur des horizons infinis. Cette vaste étendue n'était autre que l'esprit dans son plus simple apparat, une pureté docile et aimante. L'ego s'en était emparé et avait presque colonisé l'ensemble. Ce monstre assoiffé et affamé dévorait tout sur son passage. Bonjour, entreprise immobilière, je et moi, à votre service. De grands promoteurs sans foi ni loi, véritables constricteurs étouffant le champ de l'esprit. La pureté de ma nature avait presque toujours été reléguée aussi loin que possible. De traces de cette primauté, il n'en existait plus aucune. Une fois tout nettoyé, balayé et aplani, l'ego avait investi le terrain pour une poignée de piécettes. Il régnait en maître. Il était seul, entièrement seul sur ce territoire jusqu'à en posséder chaque recoin. Sous son diktat, d'esprit jamais il n'y eut, et peut-être même réussissait-il à se convaincre de sa non-existence. Il ne subsistait pas, et peut-être point ne fut-il du tout. Comment aurait-il été possible que mon esprit s'escave subitement du jeu dominateur? Déjà enfant, j'avais eu tant de difficultés à me sentir je ou moi. Très tôt, je m'interrogeais sur ce que pouvait être la signification et le poids de telles affirmations. Pourtant, il ne me restait point de souvenir de la prise de pouvoir par ces deux-là. Pas même de leur jeu de dupes, de leur tricherie et de leur ruse à devenir, entre guillemets, la normalité. Ils avaient réussi à mener la vaste politique des terres brûlées. Aucun vestige de cette primauté ils n'avaient laissé subsister. N'avait pas même survécu une cordelette à laquelle se raccrocher en cas d'écœurement de leurs agissements. Partir en quête de ces moments-là, il le fallait car l'ego s'est emparé de tout. Mais celui-là ne le permettrait probablement jamais. Il s'esclaffait « Tout est à moi, rien qu'à moi ». Le petit ego avait réussi, l'air de rien, ce tour de force absolu. Transformer son génocide de l'esprit en une épopée héroïque. Miraculeusement, venait de surgir de nulle part ce questionnement ouvrant la voie au salutaire sauvetage. Quel est donc ce funeste moment où cet usurpateur s'est emparé de l'ensemble? Une priorité s'imposait dès lors à moi. Chercher à remonter jusqu'à cet événement. C'était sans doute la seule façon de retrouver un fragment de feu le fil conducteur. Je m'invitais à faire ce grand saut dans ma mémoire. Où était et que demeurait ma véritable nature? J'avais perdu en chemin ma magnifique simplicité et voulais en retrouver la beauté. Au final, ce questionnement, j'avais commencé à l'esquisser une quinzaine d'années en amont. Étrangement, ce n'était qu'aujourd'hui que j'en mesurais la déterminante portée. Quelle effroyable longueur de temps. Les portes qu'ouvraient ces interrogations débouchaient sur l'utilité de notre passage ici-bas. De cette immense expérience qu'était la vie, s'esquissait un enseignement. Est-ce pour permettre l'exploration matérielle de la nature infinie de notre esprit? Ce décollement de soi-même, ce « je », n'avait-il pas pour fonction transitoire de nous montrer notre nature profonde? Et s'il ne servait qu'à cela, s'effacer. Il faudrait mettre au service de l'éveil cette graine du moi et remonter jusqu'à la primauté. Se livrait ainsi la folle et unique occasion d'expérimenter charnellement l'esprit. Je me lançais dans l'exploration des terrains perdus et cédés aux mauvaises herbes égotiques. S'ouvrirait alors le chemin des fleurs spirituelles. Presque 20 années de prière et de méditation pour en arriver à ce simple constat. Fermez les guillemets. Page 335 de Les maladies du bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez retrouver l'extrait, si vous voulez le lire, dans la description de cette vidéo. Et vous pouvez vous procurer le livre via le lien que je mettrai aussi dans la description, que j'envoie en livraison offerte, en port gratuit, et ce partout dans le monde. Voilà, je vous remercie encore d'avoir pris sur votre temps pour m'écouter, et je vous souhaite, comme toujours, le meilleur en tout temps et en tout lieu. Merci beaucoup et au revoir.